le scandale à venir du 14 juillet en France, là, c'est un outrage à la France, puisque Macron a décidé de transformer le 14 juillet, qui est la fête nationale française, en la fête nationale de quelque chose qui n'existe pas, qui s'appelle l'Union, enfin, qui existe, mais pas au sens de nation, qui s'appelle l'Union européenne, et de mettre à l'honneur les Ukrainiens qui vont défiler sur les Champs-Élysées. Je rappelle que les derniers Ils n'en nazis font pas partie en plus. Hein. Donc, bon. qui en plus n'en font pas partie, tout à fait. Les derniers nazis à avoir défilé sur les Champs-Élysées, c'était en juin 40, après que bravement Pétain ait décidé de baisser son froc et de collaborer avec les Allemands. Et bien là, c'est pareil, les néo-nazis ukrainiens vont défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. On aura même au moins un chasseur Mirage 2000 5F. Donc, je rappelle aux auditeurs que ces avions qui ont été donnés avec les impôts de Nicolas en France à l'Ukraine sont des avions qui étaient d'active dans l'armée de l'air français, les Mirage 2000-5F, qui sont des intercepteurs et pas des bombardiers. Et on s'est dépoilé pour pouvoir les fournir à l'Ukraine. Ce qui est, je le rappelle, au terme de la constitution, enfin de la loi française et des méthodes françaises, est totalement illégal. On n'a pas le droit de dépoiler notre propre armée pour donner du matériel à des autres. Il a fallu les remplacer, ces avions, et ces avions ne sont pas encore totalement remplacés. On en a déjà brûlé 2 dans les steppes ukrainiennes. Et là, on va en retrouver un qui va voler au-dessus des Champs-Élysées. C'est une véritable honte, c'est une Avec insulte. le drapeau ukrainien, avec un pilote à bord aussi ukrainien. Ah, non, le pilote, ça, je peux te garantir qu'il ne sera pas ukrainien. Il y en a 2, non? Non, non. Sur le 2000-5F, c'est un monoplace. Il n'y a qu'un seul pilote. Ce ne sera certainement pas un pilote ukrainien. Ou alors, il aura été vraiment choisi sur le volet. Et il n'y a plus beaucoup de pilotes ukrainiens. Il y a peut-être risque de clash. Ouais. À mon avis, ce sera un pilote de chasse français qui sera dedans, qui portera une cocarde ukrainienne pour faire style, mais je doute qu'ils prennent ce risque-là. Voilà, ça c'est le premier point. C'est une honte, c'est une claque c'est une insulte suprême aux 27 millions de Russes qui sont morts sur le front de l'Est entre 41 et 44 pour permettre aux Alliés de pouvoir débarquer en Normandie. C'est une insulte même aux soldats anglo-normands, canadiens, tout ça, qui sont décédés sur les plages de Normandie et ailleurs pour remonter jusqu'à Berlin. Ce régime de Kiev est un régime qui est ultra corrompu, qui est mouillé dans tous les trafics que l'on peut connaître, que ce soit trafic d'êtres humains, trafic d'organes, adultes et enfants. Il y a déjà encore une note là, des services de renseignement européens, notamment français et allemands, qui viennent de sortir en disant que le trafic d'armes en provenance de l'Ukraine est maintenant déjà très bien implanté en Union européenne. Donc on va se retrouver avec un nouveau scénario, entre guillemets, à la mode yougoslave, qui va arriver. Un pays qui a le culte du bandérisme. Je rappelle qu'ils ont rapatrié les cendres de Melniuk. Il manque plus qu'ils essayent de rapatrier les cendres de Bandera en Allemagne et on a gagné le gros lot. Je ne comprends pas pourquoi l'armée française accepte de marcher sur les Champs-Élysées avec ces gens-là. C'est pas la fête de l'Union européenne, c'est pas la fête de l'Ukraine, c'est la fête nationale française. Ces gens-là n'ont rien à foutre là-bas. Voilà, ça c'était mon coup de gueule du jour pour rentrer dans le... Qui étaient les tireurs, entre guillemets, allemands lors du débarquement Oui, le premier, j'en avais parlé, j'ai encore oublié son nom. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les SAS français ont été parachutés en Bretagne pour préparer les opérations du débarquement. Il y a eu des échauffourées pendant cette nuit entre les SAS français. Il y avait des Britanniques aussi, mais il y avait aussi des SAS français et un détachement de la Waffen-SS qui était sur place.
Et le premier SAS français à être tombé dans la nuit du 5 a été tué par un Ukrainien. Alors pour le coup, je me souviens de son unité, qui était intégré dans la Waffen-SS et qui était originaire du 720e bataillon de cavalerie ukrainien. Voilà, il y en a eu 2. Et sur les plages du débarquement, le lendemain matin, parmi les rangs des Allemands, il y avait aussi des Ukrainiens. On sait tous, c'est plus un secret pour personne. Mais c'est une véritable honte d'avoir d'ailleurs le 6 juin l'Ukraine présente aux commémorations du débarquement, c'est un scandale. De Gaulle ne fêtait pas le 6 juin. Il fêtait le débarquement de Lattre en Provence le 15 août avec la première armée française. Il avait une dent bien choisie contre les Américains avec l'AMGOT qui avait prévu de nous coloniser après la libération de la France et s'y opposer. Voilà, c'est pour dépeindre un petit peu ce truc-là. Normalement, c'est le dernier 14 juillet de Macron. Je pense qu'il y a des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention. Quand on est un président sortant qui n'a d'ailleurs toujours pas annoncé la date de l'élection présidentielle. Alors, il a jusqu'à 10 semaines avant pour le faire, ou 3 mois pour le faire avant. Bien évidemment, il n'y a pas de... Pardon. Il n'y a Non, pas vraiment de coutume, de limite au 14 constitutionnelle. mai 2026, 14 mai 2026, la date butoir, il aurait dû faire annoncer les élections présidentielles. Donc, on est déjà bien Absolument. plus qu'un mois après. Mais par contre, bien sûr, tout à fait. Mais par contre, il n'y a aucun texte réglementaire, que ce soit dans la Constitution ou dans le Code électoral, qui lui dise il faut qu'il le fasse un an avant. Je crois que le minimum, c'est 10 semaines ou 3 mois. Là, par contre, il faut que ce soit noté, enfin spécifié. Mais il l'a toujours pas annoncé. Ça me fait penser au fait quand on est un président sortant. Et donc, on n'a pas l'intention de rester, parce que normalement, il ne doit pas pouvoir rester. Je ne comprends pas pourquoi il prend la décision, alors que ce n'est pas lui qui va devoir gérer les choses derrière, d'étendre les intérêts nationaux, les intérêts vitaux français à l'Union européenne, d'augmenter le nombre de têtes nucléaires, de faire un certain nombre de choses parfaitement critiquables dans ce domaine, si quelque part on n'a pas d'une façon ou d'une autre l'intention de rester. Donc je pense que l'été va être extrêmement chaud, il va se passer des choses probablement dans le courant de l'été, juillet, août, et à mon avis, si ce n'est pendant l'été, au moins au mois de septembre, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. D'autant plus que là, le Cornu vient de nous faire encore une sortie dont il a le secret en parlant des fameuses ingérences étrangères. Je vous renverrai, je l'ai posté sur mon canal Twitter, l'excellente intervention de Mathieu Boccoté, avec son accent canadien et son franc-parler qui a parfaitement bien décrit le principe. C'est très facile de crier à l'ingérence étrangère dès qu'on a un discours qui ne cadre pas avec la doxa et le narratif français, dès qu'on a un personnage qui ne cadre pas avec les volontés du régime de Macron, on crie à l'ingérence étrangère, etc. Bien évidemment, c'est toujours la faute de la Russie, on est bien d'accord. Les Russes. On a les épaules larges, donc allez-y les gars, profitez-en. Hein. Et voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et au milieu de tout ça, toujours dans ce même système, on commence à voir une fronde. Alors là, je dis attention, il y a un piège. Un gros piège. C'est comme l'accent circonflexe dans le sketch avec Forêt. Avec Kaja Kallas et ce qui vient de se passer hier en Russie, puisque je pense que tout le monde doit être au courant. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne ont demandé un rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Lavrov. Avec le vice-ministre, hein, pas avec Lavrov directement. Non, mais oui, mais bon, je pense qu'il voulait essayer d'avoir Lavrov. Lavrov a dit écoutez, les gars, vous êtes gentils, j'ai des choses plus sérieuses à faire. Donc voilà. Et Lavrov avait dit lors d'une conférence de presse on va les écouter. Il est diplomate, hein, il est gentil, il est patient. On va les écouter et on est curieux de voir comment ils vont pouvoir faire leur pirouette pour passer de pays voulant négocier à pays co-belligérants contre nous, cherchant à nous détruire, etc.
Donc, on les a vus arriver, là, les 3 pieds nickelés, on les a vus arriver tous en groupe au ministère des Affaires étrangères. Ça a duré moins d'1 heure. Ils sont sortis derrière. Et là, quand j'ai écouté ce qu'a dit De Rivière, j'ai bien compris comment ça s'était passé. De Rivière nous a fait du Trump ou du Zelensky. On a eu une super discussion. Merci beaucoup. On fera un communiqué plus tard. En 2 mots, les gars, vous êtes mignons. On n'a pas de temps à perdre avec vous. Rentrez dans votre ambassade et arrêtez de nous faire chier. Parce que vous ne pouvez pas être pompier, pyromane, vouloir revenir à la table des négociations. C'est pas possible. Et c'est là le piège, en fait. C'est que quand on regarde, et on en reparlera un tout petit peu plus tard, ce qui est en train de se passer sur le front, notamment du côté de Konstantinovka, l'Union européenne et les belligérants se rendent compte que la situation, contrairement à ce que dit la propagande occidentale, et moi je le vois sur les réseaux sociaux, c'est complètement hallucinant. C'est totalement hallucinant. Affirme, c'est pas la Russie qui est en train de reculer, ce sont les Ukrainiens qui sont en train, vulgairement parlant, de se faire défoncer à Konstantinovka, tant et si bien que l'Ukraine a envoyé encore une fois ses réserves stratégiques qu'on est en train d'éliminer les uns derrière les autres. Et Kramatorsk est en train d'être évacué, c'est-à-dire Absolument, Kramatorsk, les industriels de Kramatorsk ont déjà déplacé les machines, absolument. etc. Oui, absolument, tout à fait. Mais tout ça, ça s'inscrit dans un autre process, en fait. Ils comprennent bien que c'est très mal engagé pour l'Ukraine. D'un autre côté, ils ont aussi un problème avec Kaja Kallas, qui a le QI d'une huître asthmatique accrochée à son rocher. C'est une véritable catastrophe et ils sont en train d'essayer de s'en débarrasser. Mais le piège est là. Le piège est là, je vais expliquer pourquoi. Au prétexte que Kaja est une gourde et qu'il faut s'en débarrasser pour le bien de la diplomatie européenne, ça va être remplacé par les affaires étrangères françaises, allemandes et britanniques. Donc, en 2 mots, les cavaliers de l'apocalypse, ceux qui cherchent la guerre plutôt que la résolution d'un conflit. Tout ça, c'est pour gagner du temps, puisque en fait, ces mêmes pays ont communiqué sur les conditions pour une cessation et une paix durable, sur laquelle ils voudraient bien rentrer à la table des négociations pour pouvoir négocier. En se débarrassant de Kaja Kallas, ça leur permet de mettre un pied dans la porte, déjà pour commencer. Mais quand on regarde encore une fois ce qu'ils ont dit, donc il y a la cessation des hostilités, il y a l'utilisation de la ligne de front actuelle comme point de départ des négociations de paix. Là, ils peuvent s'asseoir dessus, mais bien comme il faut. Après le cessez-le-feu, l'Ukraine doit obtenir, je le lis parce que c'est officiel, doit obtenir les garanties de sécurité juridiquement contraignantes, notamment le déploiement de forces multinationales sur son territoire. Tiens, on en avait déjà entendu parler en 2022 puis en 2024. Les avoirs russes resteront gelés jusqu'à la fin du conflit et le versement d'indemnisation à l'Ukraine et protection des intérêts de sécurité européens dans le cadre de tout accord futur. En 2 mots, ce que les Français, les Britanniques et les Allemands proposent encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont proposé en 2022 et en 2024. Et la Russie a dit, bon les gars, quand vous serez sérieux, revenez nous voir pour qu'on discute. En attendant, on a mieux à faire. Voilà, ça a été le message. Et ce qui a été dit par le ministère des Affaires étrangères hier, russe, a été on a rappelé nos points, parce que ceux-là, ils les connaissent aussi, on a rappelé nos points aux Français, aux Allemands, aux Britanniques, rentrez dans vos ambassades, communiquez avec vos présidents ou vos premiers ministres respectifs, quand vous serez sérieux, revenez nous voir. Voilà. Tout ça, c'est pour gagner du temps, soyons clairs. Tout ça, c'est pour gagner du temps, c'est pour essayer de mettre un pied dans la porte des négociations, mais ça n'arrivera pas, encore une fois. Lavrov l'a dit, Zakharova l'a dit aussi, le président Poutine l'a dit aussi, on ne peut pas être co-belligérant et vouloir venir à la table des négociations et négocier la paix avec nous. Et quand je dis co-belligérant, je suis gentil parce que ce serait belligérant plutôt belligérant. Les Américains avaient dit on n'est pas clair non plus, donc on ne peut pas être médiateur, puisqu'ils fournissent des armes à l'Ukraine, etc. On peut intervenir sur différents points, mais on ne peut pas être médiateur, ce n'est pas à nous de régler le problème. Et de toute façon, ils ne veulent pas régler le problème. Eux, ce qui les intéresse, c'est de continuer de vendre leurs armes, que le conflit dure ou pas. Finalement, c'est pas ce qu'ils ne cherchent pas à ce que ça s'arrête. Donc voilà, là, ça c'est pour la situation géopolitique de ces derniers jours à ce niveau-là, mais je pense que c'est important de le rappeler. Donc, en fait, la Russie cherche à combattre le fameux « en même temps », c'est-à-dire on est en même temps belligérant et en même temps on est des intermédiaires
pour la paix, comme elle l'a fait aussi en Arménie. C'est-à-dire, elle a dit, en même temps, ce ne sera pas avec nous. Exactement. Et c'est un point qui est très important aussi à rappeler. Quand on parle en plus d'ingérence étrangère, bien évidemment, la Russie a été accusée de tous les maux d'ingérence en Arménie. Bon, je voudrais savoir ce que Nathalie Loiseau foutait là-bas. Je voudrais savoir ce que la DGSE foutait là-bas. Moi, Et j'aimerais encore, savoir ce que fait l'ambassade américaine avec 3000 employés dans un pays qui ne compte même pas 3 millions d'habitants. Voilà, oui, c'est aussi ouais, intéressant. Voilà. c'est ça. Tout ça, ça s'inscrit dans les ONG, la Galaxie Soros et tout ce genre de Clairement, choses. Et Open la Society, c'est une propagande, réussite en Arménie. Ils peuvent pas bien le sûr. nier, hein. Ils Non, non, ont non. bien réussi en Arménie, hein. Ils ne Bravo. peuvent pas le nier, et tout ça est là. Le point le plus Bien que, important à comprendre, cher Cyril, je tiens à préciser pour nos amis arméniens, parce que je sais que la communauté arménienne écoute aussi, c'est que ces élections sont quand même très marquantes par le fait que il a fallu falsifier pour arriver à un résultat qui convienne à ceux qui ont gagné. Donc, cette fois-ci, le peuple a cherché à parler d'une voix différente. Et ça, absolument. j'ai des preuves. Oui, 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 absolument, parce que quand j'ai vu les premiers résultats, j'ai vu 49,8. Ouh là là, 49,8, c'est pas un bon 55 ou un bon 45, hein, Ça avait c'est commencé vraiment par limite. 58. Ouais, Et en fait, il s'est proclamé gagnant à l'issue de 10% de dépouillement. Et aujourd'hui, un quart de bureaux de vote pose problème, y compris pour les observateurs internationaux. Et ils cherchent maintenant à retirer le droit de vote aux citoyens d'Arménie oui, qui ne résident pas en Arménie. Ah bah là, alors, absolument. voilà. Abs- c'est exactement ce que j'allais dire, et c'est d'autant plus grave en fait que les Arméniens ont bien compris quel était enfin, certains Arméniens ont bien compris quel était le problème. Projet. Euh, il y a d'une part, bien évidemment, cette fameuse ingérence étrangère qu'on impute à la Russie, mais qui est considérablement bien plus importante au niveau européen. Et ça a été le cas déjà depuis longtemps. Tu as parlé avec l'ambassade américaine et tout le système de propagande qui va derrière. Je sais que la DGSE, donc la Direction générale de la sûreté extérieure française, est extrêmement présente en Arménie, extrêmement active dans ses réseaux, et qu'elle manipule un certain nombre de choses. C'est absolument malheureusement pas un secret. D'ailleurs, c'est tellement peu un secret qu'à Tbilissi, en Géorgie, il y a 2 agents de la DGSE qui viennent de se faire pétarder et qui ont dû être exfiltrés parce qu'ils se sont fait toper en train de recruter quelqu'un. On sait exactement comment ça s'est passé en Géorgie, comment ça se passe en Arménie. C'est exactement pareil. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un scénario à la mode ukrainienne, entre guillemets. Je rappelle une chose. Yanukovych 2014, l'Ukraine voulait rentrer dans l'Union européenne. La Russie avait dit, moi, si vous voulez rentrer dans l'Union européenne, j'ai pas vraiment de souci avec ça. Mais par contre, attention, entre la Russie et l'Ukraine, il y a des accords commerciaux avec des produits qui sont exemptés de taxes. Si vous rentrez dans l'Union européenne, on remettra des taxes sur ces produits parce qu'on ne veut pas se faire inonder par des produits qui viennent de l'Union européenne qui rentreraient chez nous sans taxe. Là, avec l'Arménie, c'est exactement pareil. Si l'Arménie choisit de rentrer dans l'Union européenne, c'est son choix souverain, c'est sa décision, mais attention, si vous voulez faire ça, nous, on va être obligés de nous protéger et donc de mettre en place des tarifs douaniers sur certains produits, etc. Alors, soyons clairs, j'aime bien le vin arménien. Il y a même d'ailleurs d'excellents vins arméniens, mais ce n'est pas à la France qu'ils vont les vendre, leurs pinards. Surtout quand on sait que la France est grand producteur de vin, comme la Russie aussi du reste. Donc, ce qui a été interprété comme ingérence étrangère, en fait, c'est simplement le fait, encore une fois, comme en 2014, il dit, si vous voulez y aller, allez-y, mais attention, la règle du jeu, c'est celle-là. Si vous y allez, nous, on va devoir faire ça, 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 ça et ça. Ben, ça, c'est votre décision à vous. Bien. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Il n'est pas évident que ça Sans aille compter jusqu'au bout. tout ce qui est les énergies, c'est-à-dire que le Ah bah, gaz que paye l'Arménie aujourd'hui est 6 fois moins cher que ce que payait l'Europe avant de payer le GNL américain. absolument. C'est dire l'avantage.
Et je rappelle aussi une chose, c'est que rentrer dans l'Union européenne pour l'Arménie, ça veut dire se passer des énergies russes. Ça veut dire que l'économie, Les prenons le sanctions, cas de bah la, oui. voilà, les sanctions, etc. Ça veut dire, prenons le cas très récent là, de la Bulgarie. La Bulgarie est rentrée dans la zone euro. 2 mois après être rentrée dans la zone euro, paf, ils prennent les premières amendes parce que dépassement de budget, parce que dépassement de machin, etc., etc., etc. Donc, je ne pense pas que, encore une fois, l'Arménie fera ce qu'elle voudra, mais je ne pense pas que ce soit bénéfique pour l'Arménie. Je ne vois pas, enfin, d'ailleurs, je ne vois pas, c'est même pas Non, ça. mais Cyril, Quand on moi regarde les j'y différents. suis née, donc je peux dire, lorsque l'Arménie s'est coupée des ressources russes au moment de la chute de l'URSS, on a connu 2 ans sans électricité. Donc faut arrêter ça. Faut arrêter de croire que l'Arménie peut être autonome. Elle est entourée par que des ennemis. Mis à part l'Iran qui est plus ou moins, comment dire, neutre et qui continue à croire que l'Arménie est un accès à la Russie, bien que ce soit pas un accès direct, mais donc tout ça, les Arméniens le savent. Donc si à un moment ils peuvent croire que la Turquie peut être un ami, Non, que grand bien leur fasse. mais L'Arménie va non. Oui, disparaître. C'est mais juste bien, ça. mais bien sûr. Mais bien sûr, quand tu parles du corridor entre l'Iran, l'Arménie, etc., il y a dans le sud ce fameux corridor dont les Américains voudraient bien mettre la main dessus. En fait, ce que l'on va voir dans le processus t'as compris, pardon, Nisation, excusez-moi. Merci beaucoup, je suis d'européisation. désolé. Oui. Ça va être une disparition pure et simple au profit de rien du tout de ce qu'a été l'Arménie jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça dans un objectif, en fait, d'encercler complètement la Russie pour essayer de la déstabiliser à toutes ses frontières. On a vu ce qu'ils ont essayé de faire avec Loukachenko, ça n'a pas marché. Ça a fonctionné en Ukraine, ça Ça a pourrait fonctionné en fonctionner en Moldavie. Arménie. Ouais. Il y a la Moldavie aussi, il y a eu la La Géorgie, ça a raté. Géorgie, ouais, ça a Bah, pour le raté. moment, pour le moment la Géorgie ne sont pas trop dans le camp des Européens ni des Américains. C'est d'ailleurs pour ça que les services extérieurs Seuls sont les assez présents là-bas. Géorgiens ont réussi avec un aspect nationaliste, c'est-à-dire c'est vraiment le pur Exactement. nationaliste qui est arrivé. Donc il y aura Ouais, là où les intérêts de la nation l'amènent. Tous les autres sont en fait que des espèces de petits faire-valoir qui sont rien par eux-mêmes. Donc, exactement. Exactement. Donc voilà la situation pour l'Arménie aujourd'hui. Bien évidemment, il faut voir comment ça va évoluer, quelles vont être les décisions prises par Pachinian et les Arméniens sur la suite des relations avec la Russie. Les Français se sont bien évidemment gargarisés de la transparence de ces élections, la rigueur de ces élections, etc. En tête de liste, la tête de Piaf, là, qui s'appelle Nathalie Loiseau. Bon, à c'est voir, à suivre. Je insupportable. ne prédis pas de bonnes choses. Ouais. Cher Je Cyril, prédis pas de bonnes choses. j'ai un programme aujourd'hui super chargé. Donc, merci beaucoup aujourd'hui. Un mot de conclusion, cher Cyril. Et on se retrouve très, très vite pour la suite avec un temps beaucoup plus long Il n'y a, pour il y a échanger. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous parle, pour conclure, je vous parle très rapidement des exercices de l'OTAN Ah oui, Rammstein Flag 2026 qui sont en cours, puisque là, dans le cadre de ces exercices, en fait, qui vont partir, enfin, qui englobent tous les membres de l'OTAN depuis le Grand Nord norvégien jusqu'à la pointe extrême sud de l'Espagne, on assiste à un entraînement massif qui est un switch entre l'entraînement et le passage à l'article 5 de l'OTAN avec des exercices de frappe qui vont être faits un petit peu partout. Il y a 200 avions engagés, 20 sites opérationnels sur toute la surface de l'OTAN à cet endroit-là. Ça comprend la Pologne, les pays baltes, les frappes nucléaires sur la Russie et la Pologne, pardon, la Biélorussie au travers de la Pologne et des pays baltes. Les exercices de neutralisation de Kaliningrad, Saint-Pétersbourg et la péninsule de Kola. On est dans une répétition grandeur nature, tout ça aux portes de la Russie. Ben, je dirais, si c'est la guerre qu'ils veulent, un jour, ils pourraient peut-être l'avoir.
Les Russes sont en train de construire. Alors, les Finlandais sont hors d'eux parce que les Russes, à 70 km de la frontière, sont en train de construire une très grosse base militaire. Et les gars, fallait pas rentrer dans l'OTAN. Il n'y avait pas cette base quand vous étiez pas dans l'OTAN. Maintenant que vous y êtes et que vous emmerdez tout le monde, eh ben on va commencer à mettre nos bases militaires pas trop loin de la frontière pour surveiller ce que vous faites. On est exactement, encore une fois, dans la même situation que les pays du Moyen-Orient qui ont vendu leurs armes aux Américains et qui ont accueilli les bases américaines pour encercler l'Iran tout autour. Et un jour, quand ça ne va pas, c'est les bases américaines de ces pays qui prennent des missiles sur la tronche. Et bien là, c'est exactement pareil. Mettez votre sécurité en danger. Il n'y avait pas de problème de territoire, il n'y avait pas de problème de sécurité entre la Russie et la Finlande, sauf depuis qu'elle est rentrée dans l'OTAN. Bon, voilà, c'est QFD, mais c'est important de le noter. Ces exercices sont des exercices qui vont certainement avoir... Alors, il y a une autre chose aussi qui est très importante dans le cadre de cet exercice. Il n'y a pas un danger de dérapage? Est-ce qu'on... Si, il peut y avoir un danger de dérapage, mais il peut y avoir un danger de dérapage, mais je pense que ce sera plus ou moins maîtrisé. Donc, on va voir, à moins que ce soit un dérapage volontaire qui soit fait pour entraîner la Russie dans quelque chose de plus gros. Mais je doute pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un général de l'OTAN qui vient de taper du poing sur la table en disant qu'il fallait arrêter ce narratif à la con. La Russie n'a absolument pas, ne se prépare absolument pas à un conflit de sa volonté avec l'OTAN. On est en train de la titiller. Il faut qu'on arrête de la réveiller. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, et qui est tout aussi important, mine de rien, c'est que les Européens sont dans ces exercices en train d'introduire une nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Arcadia et qui est censée supplanter Palantir. Parce que Palantir commence à poser des problèmes. Maintenant qu'on ébruite un petit peu comment fonctionne Palantir et ce qui se passe en Ukraine, ça commence à en gêner certains. Donc, ils sont en train en fait de la remplacer par autre chose qui fera exactement la même chose. Ça s'appelle Arcadia, mais ce sera pas américain, ce sera européen. Il y a Airbus, Thales, il y a pas mal de monde comme ça. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.